Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, sur cette chaîne, nous vous parlons très souvent de l'enfance des personnages créés par J.K. Rowling et cette période de la vie des personnages, vous le savez, est généralement toujours le moment pivot des existences de chacun. Dans une première vidéo, nous nous étions très longuement intéressés à la jeune enfance de Severus Rogue. Contrairement à notre habitude, nous avons souhaité prendre plus de temps pour nous attaquer à cette figure si importante du monde magique. C'est ainsi que nous avons fait le choix de couper notre analyse de l'histoire et de la personnalité du maître des potions en 4 parties différentes, permettant de couvrir à peu près toutes les étapes de sa vie. Une fois que nous aurons terminé ce cycle, nous réunirons peut-être l'ensemble de ces vidéos en une seule pour répondre à la demande de ceux d'entre vous qui apprécient, il est vrai, particulièrement les formats longs que nous pouvons parfois vous produire. Alors, autant vous prévenir, si vous écoutez cette partie au moment de sa diffusion, elle va être un petit peu longue, donc prenez le temps, asseyez-vous et ça va bien se passer. Dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés au moment où Severus Rogue s'apprête à faire son entrée à Poudlard. Nous avions laissé un tout jeune garçon que la vie n'avait pas épargné, élevé par des parents qui ne s'aimaient pas et ne faisaient pas grand cas de son sort et de son devenir. Le jeune Severus Rogue semblait bien mal engagé dans la vie, destiné finalement à un chemin de vie assez peu reluisant et assez peu enviable. Mais la Providence fait parfois très bien les choses, et cette dernière a mis sur son chemin une personne qui pourrait éventuellement le ramener vers un chemin moins sombre et vers une autre période possible de sa vie. Nous avions parfaitement vu et perçu que la rencontre entre Severus Rogue et Lily Potter, enfin à l'époque Lily Evans, avait marqué un vrai changement de perspective pour les deux jeunes enfants. Pour la première fois, Severus Rogue s'est ouvert sur le monde extérieur, ce qui n'était évidemment pas du tout gagné d'avance. La dynamique de la relation entre ces deux enfants s'est d'abord construite sur une notion importante qui est celle du partage. Si Severus a révélé sa nature de sorcière à Lily Evans en lui faisant entrevoir le monde qui allait désormais devenir le sien, Lily, quant à elle, lui a fait entrevoir la beauté de certains sentiments et d'un monde qui avait été dissimulé à son regard jusque-là. Il faut reconnaître qu'en effet, Lily a apporté à Rogue une lumière qu'il ne pouvait absolument plus entendre ou entrevoir compte tenu de la situation qui était la sienne au quotidien dans sa famille. Nous avions également vu déjà à cette époque et perçu à quel point cette relation a pu être aussi bien déstabilisante que déséquilibrée. Déstabilisante car leur rencontre est assez puissante pour projeter leur vie dans un univers totalement différent de celui auquel ils appartenaient, mais inconnu évidemment pour eux. Et ça, on en avait déjà parlé. Pour ce qui est de la question du déséquilibre de cette relation, elle tient particulièrement en fait aux deux personnalités qui sont totalement différentes, qui les rassemblent autant d'ailleurs qu'ils les séparent. Lily a grandi dans un environnement probablement assez imparfait, mais qui demeure pour le coup un environnement aimant avec des parents normaux et une sœur avec laquelle la relation n'était pas toujours au beau fixe, mais qui a été quand même heureuse globalement jusqu'à son entrée à Poudlard. Pour Severus, c'est l'absolu contraire. Il n'est donc pas tout à fait étonnant que des différences d'appréciation se fassent jour au fur et à mesure. On sait qu'assez rapidement, notre personnage du jour va commencer en fait à développer des sentiments plus qu'amicaux pour la jeune Lily. À cela, rien de bien étonnant dans la mesure où elle est la première personne à montrer des signes de gentillesse et d'attention vis-à-vis de sa personne. Pour lui, c'est une nouveauté à laquelle il n'est pas du tout habitué, forcément, ça surprend un petit peu. Nous avons donc deux jeunes enfants, pas encore adolescents, qui se préparent à débuter une nouvelle étape de leur vie. Nous avons tenté de nous poser la question de savoir dans quelle optique pouvait se trouver Severus Rogue vis-à-vis de son départ pour Poudlard. C'est une question qui est importante dont nous pouvons imaginer qu'elle va, entre guillemets, avoir plusieurs niveaux de réponse. Dans un premier temps, il y a le côté forcément familial. Compte tenu de son environnement, on peut prendre le risque de penser que Severus ressent une certaine forme d'enthousiasme à s'extirper d'un univers familial à très forte toxicité. Alors, on parle d'enthousiasme, mais en réalité, il y a déjà quelque chose d'étrange en fait à utiliser ce terme et à l'accoler à la personnalité de Severus Rogue. Disons néanmoins qu'on ne peut qu'imaginer à quel point il doit être pressé de sortir de cette espèce de huis clos familial assez peu propice à un développement harmonieux.
Loin de chez ses parents, il paraissait assez évident que Severus allait sortir d'un cycle pour tenter d'en amorcer dans sa vie un nouveau. Il fallait rompre le rythme de la solitude, mais il n'est pas tout à fait certain que Severus, en dehors de la perspective de Lily Evans, ne soit tout à fait conscient de cette nécessité effectivement à briser le rythme de la solitude. Severus Rogue s'est développé tout seul. On ne lui connaît pas d'amis, on ne lui connaît pas non plus d'autres relations familiales, comme des cousins, comme des neveux, comme des tantes ou autres. En somme, on n'est pas du tout dans la thématique de l'enfant sauvage, mais on peut dire et reconnaître que nous ne nous sommes quand même pas si éloignés que ça sur certains aspects. Certes, Severus est un enfant instruit, un enfant intelligent et semble avoir déjà quelques dispositions, en l'occurrence pour la magie, et qui dépassent les capacités normales pour un enfant de cet âge. Mais cela n'empêche pas qu'il a malheureusement une très grande distance à rattraper sur, par exemple, les relations sociales. On pourrait même parler d'ailleurs presque d'un handicap à ce niveau-là. Forcément, cette dimension de la sociabilité est probablement quelque chose qui n'apparaît pas très évident à appréhender pour un jeune enfant de cet âge. Avec autant de retard, il est probablement difficile pour un jeune enfant de mesurer le chemin à parcourir et il y a nécessairement une partie consciente et une partie inconsciente dans son raisonnement. D'un point de vue conscient, il est fort possible que Severus Rogue ne mesure pas forcément la nature exacte de ce qu'il attend vraiment au sein de Poudlard. On voit dans sa relation avec Lily Evans que Severus fait preuve d'autant de maladresse en fait que de précipitation. À la fois de manière très touchante d'ailleurs, mais aussi de manière déjà un peu préoccupante. Il y a une dimension un peu malaisante dans cette relation. On peut imaginer que lorsqu'il réfléchit à Poudlard et à ses relations, il ne se place finalement que dans le seul modèle de fonctionnement qu'il connaît, c'est-à-dire un aspect à la fois très solitaire, mais aussi une amitié très exclusive. Dans sa tête, il imagine que l'arrivée à Poudlard ne changera absolument aucunement l'équilibre et le fonctionnement de ce qui s'est installé comme climat entre les deux enfants depuis le début de leur relation. Dans l'esprit de Severus, c'est tout à fait logique. Pour Lily, c'est pour le coup pas tout à fait la même idée. Lily, c'est une petite fille qui est sociable, qui a l'air très généreuse, qui est pleine d'entrain et qui a très hâte de découvrir tout ce que le monde magique peut lui apporter. Chez Severus, on sent d'emblée le côté un peu blasé du personnage qui n'attend plus grand-chose du monde humain, ni d'ailleurs de l'humanité en général. En même temps, il faut se mettre aussi un peu à sa place, dans la mesure où, durant toute sa vie, il a déjà vu le pire de ce qui pouvait se faire avec ses parents, et dans le même temps, ce qu'il imagine être le meilleur aussi en la personne de Lily. Le juste milieu, au final, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment. Troisième point de questionnement pour nous, peut-être l'un parmi les plus importants, c'est le sujet des apprentissages qui fait là aussi partie d'un champ d'expérience qu'il sait maîtriser. Severus a bien compris que le fait de maîtriser la magie lui permettrait de briller en société. Si nous rédigions des articles chez Psychologie Magazine à 2 balles, nous pourrions presque imaginer que l'initiation au monde des sorciers prodiguée à Lily Evans lui aura donné un peu le sentiment qu'il pouvait tirer de son savoir et de son intelligence pour briller aux yeux de sa dulcinée, une sorte de petit pouvoir. Ce n'est qu'une analyse, une réflexion très personnelle, qui ne vaut d'ailleurs que ce qu'elle vaut et qu'il ne faut pas prendre comme étant une vérité générale. Le fait est que Severus cherche absolument à faire ses preuves et à acquérir le plus de connaissances possible lors de son passage à Poudlard. On peut le comprendre tant il mesure la puissance que la magie peut créer et engendrer. Bref, pour résumer, on a un gosse qui a souffert durant globalement toute son enfance, particulièrement renfermé sur lui-même, un brin instable d'un point de vue émotionnel, avec quelques tendances à la violence verbale ainsi qu'à l'énervement rapide. Cependant, ce jeune garçon, dont on aurait pu prédire un destin bien funeste, a rencontré une douce et délicate jeune fille qui, à sa manière, et souvent inconsciente, a commencé à le ramener dans le droit chemin et vers des sentiments peut-être un peu plus positifs. Severus Rogue est sous le charme et considère néanmoins qu'il ne débarquera pas à Poudlard comme étant une individualité, mais comme faisant partie d'un collectif ou tout du moins d'un duo dans lequel il croit tout particulièrement et pour lequel il nourrit, on le sait, d'immenses espoirs pour l'avenir. Voilà, grosso modo, pour le contexte et les dispositions un peu psychologiques de notre personnage au moment où Severus Rogue se dirige vers la voie 9-3/4 pour embarquer à bord du Poudlard Express. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet de notre vidéo du jour, où nous allons nous atteler à redécouvrir les années de scolarité de Severus Rogue jusqu'à son départ de Poudlard, soit en gros 7 années de sa vie qui vont être déterminantes pour l'ensemble de sa vie et évidemment pour son destin.
Les années de scolarisation, d'autant plus à Poudlard, ont toujours été déterminantes pour l'ensemble des élèves. C'est un peu le but. Mais dans le cadre de Severus Rogue, ça l'est d'autant plus que c'est en fait un échappatoire à une situation familiale que l'on sait être absolument nocive. En cela, cela pourrait en fait nous rappeler globalement la situation de deux autres personnages qui ont fait ce même chemin à deux périodes différentes. Dans un premier temps, et d'un point de vue chronologique, spontanément, nous pensons évidemment au jeune Tom Jedusor qui a quitté un orphelinat où il n'a jamais trouvé sa place, où il n'a jamais été heureux, pour gagner une école qui lui aurait permis en fait d'acquérir d'infinies possibilités pour son parcours. On sait que les deux profils ont des points communs. Il serait d'ailleurs peut-être intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les différences, mais nous verrons cela peut-être dans une prochaine vidéo, mais il y a une concordance. Évidemment, dans un second temps, l'autre profil auquel nous pensons tout naturellement, c'est celui de Harry Potter, qui présente là aussi quelques similitudes assez intéressantes qu'on ne peut pas tout à fait mettre de côté. Harry Potter a lui aussi, on va dire, fui un environnement familial absolument délétère en allant à Poudlard et avait donc l'opportunité de vivre lui aussi un embranchement de vie qui allait pouvoir changer effectivement toute sa destinée. Donc 3 profils aux histoires différentes, mais avec quand même quelques similarités. C'est un sujet en tant que tel, mais qui montre bien que ces 7 années à Poudlard sont quand même très loin d'être anodines sur l'avenir des protagonistes. Notre histoire du jour commence donc à bord du Poudlard Express dans la voie 9-3. On ne sait pas si Rogue a été accompagné par ses parents, nous ne connaissons pas vraiment la nature des échanges à ce moment-là qui ont éventuellement pu se faire jour à cette occasion. Cependant, nous pouvons tout de même mettre de côté l'hypothèse de la survenue de grandes émotions, de grandes effusions entre Severus Rogue et ses parents, en admettant bien entendu qu'il n'ait pas eu à se débrouiller tout seul pour se rendre à la gare de King's Cross. De toute façon, ce jour-là, ce n'est pas ce qui intéresse notre jeune nouvel élève de Poudlard, qui guette en réalité l'arrivée de la personne qui l'attend le plus. Il s'agit forcément, vous l'aurez compris, de Lily Evans. Lily Evans et Severus Rogue avaient prévu de faire le trajet ensemble jusqu'à Poudlard. On imagine sans très grande difficulté à quel point Severus pouvait attendre ce moment où il allait être aux côtés de sa jeune amie pour ses premiers pas dans le monde de la magie. Il s'agissait d'un moment qu'il ne voulait absolument pas manquer, et vraiment ceci pour rien au monde. Alors on peut imaginer que sa déception aura été immense quand il va en fait se rendre compte que ce qu'il avait pu imaginer ne sera pas nécessairement, et il faut le reconnaître, à la hauteur de ses espérances. Il va bien effectivement retrouver Lily Evans dans un des compartiments du train, mais d'une part elle n'est techniquement pas seule, et d'autre part cette dernière est loin à l'instant T de partager l'enthousiasme de son camarade de voyage pour cette nouvelle aventure. Lily, qui a l'immaturité naturelle d'une jeune fille de son âge, est en proie à une profonde et véritable tristesse concernant la situation de sa relation avec sa sœur et le fait que Severus et elle ont pris connaissance de la lettre qu'Albus Dumbledore avait fait parvenir à Petunia Dursley, enfin Petunia Evans à l'époque, et la culpabilité de Lily est absolument immense et son émotion sur le sujet, elle est tout à fait réelle. C'est une situation que Severus, lui, a beaucoup de difficultés à comprendre. Il a pour Pétunia un mépris particulièrement violent en raison de sa condition de moldu et aussi probablement de manière inconsciente par simple jalousie en fait vis-à-vis de quelqu'un qui est plus proche de Lily que lui-même. Naturellement, il perçoit tout de même que l'état psychologique de son ami est très loin d'être au beau fixe, mais totalement incapable de comprendre que son rôle serait peut-être déjà de partager un peu de sa culpabilité, mais qu'il lui incomberait aussi éventuellement de la rassurer ou de la consoler, il passe totalement à côté de son sujet. Mais il faut bien reconnaître que l'approche sociale de Rogue est loin d'aller jusqu'à ce point de raisonnement pour les raisons que nous connaissons et que nous avons déjà pu établir. Très maladroitement, il cherche en fait à ramener le sujet sur leur arrivée à Poudlard. Mais c'est ici que le destin en fait va basculer pour Severus Rogue. Quand il est entré dans le compartiment, il avait bien remarqué que de jeunes garçons s'étaient installés. Mais Rogue ne pensait pas que sa vie était en train de basculer et effectivement personne n'aurait pu le dire qu'à ce moment-là de l'histoire, il y avait un élément pivot qui allait intervenir. Severus Rogue donc s'ouvre de manière très libre à Lily Evans sur le fait qu'il faudrait mieux être réparti lors de la cérémonie de répartition à Serpentard, dont il estime qu'il s'agit de la maison qui correspondrait le mieux à leurs besoins. En réalité, dans cette affirmation, on peut penser que d'une part Severus a une vision assez égoïste des choses, mais d'autre part on commence à percevoir son attrait pour une maison dont les valeurs
peuvent sembler quand même quelque peu contradictoires vis-à-vis de son propre itinéraire familial. N'oublions pas que Severus Rogue est un enfant de sang mêlé et non pas un sang pur, même si sa mère semble venir effectivement d'une famille de sang pur depuis plusieurs générations. Sa détestation des Moldus et de la simple condition qui fut la sienne durant 11 années l'ont poussé déjà sur un chemin qui l'envoie vers la perspective de se raccrocher à une espèce de vision idéalisée des familles de sorciers de sang pur, comme si c'était un modèle destiné à lui servir d'aspiration. Bon, pourquoi pas, mais évidemment, c'est un sujet. Avec cette manière d'idéaliser Serpentard et tout ce qui s'ensuit, Severus Rogue montre qu'il est un jeune garçon en fait plein de paradoxes. Son amitié et ses sentiments pour Lily Evans en sont la meilleure preuve. Là aussi, c'est assez particulier de constater l'idéalisation que Rogue applique à une situation très contradictoire par rapport à sa vision de la famille, on met entre guillemets, idéale. Pour en revenir au déroulement de nos événements, on sait que James Potter va verbalement réagir à l'affirmation de Severus Rogue en prenant, on va dire, le parti de réagir de manière particulièrement hautaine aux propos tenus par Severus. James Potter considère en effet que, vu de sa fenêtre, il est absolument improbable que quiconque puisse espérer aller à Serpentard. On découvre un James Potter particulièrement désagréable, limite morveux, qui affirme qu'il préférerait carrément quitter l'école plutôt que d'être réparti au sein de la maison Serpentard. On peut dire que James Potter a apparemment une idée très précise de la maison dans laquelle il souhaite être réparti. À l'instar de son paternel, et pour s'inscrire dans une dimension relevant presque de la tradition familiale, James Potter semble vouloir se retrouver dans la maison, vous l'aurez compris, Gryffondor. Avisant le jeune garçon, avec qui il semble avoir déjà sympathisé, qui n'est autre que Sirius Black, James va tenter de trouver un peu de soutien. À ce moment-là de l'histoire, Sirius Black n'est pas encore dans une position où l'on pourrait dire que la relation avec sa famille serait totalement, on va dire, consumée. Ce serait encore un petit peu trop tôt dans le déroulement de l'histoire. Cependant, il commence déjà à montrer des signes de volonté d'indépendance vis-à-vis d'un univers familial plus que particulier. Il ne va pas, pour autant, délivrer, à ce moment-là de l'histoire encore une fois, un satisfecit directement à James Potter. Il ne va pas non plus se positionner à l'encontre de Severus Rogue de manière extraordinairement violente. Le jeune Sirius Black va d'ailleurs faire de lui-même la confession que toute sa famille est passée par la maison Serpentard, ce qui ne sera pas sans désarçonner James Potter, qui exprime déjà une vision bien précise de sa perception des personnes passées au sein de la maison de Salazar Serpentard. Sirius précisera de manière un peu mystérieuse qu'il n'est pas impossible qu'il s'octroie le droit de faire une petite entorse aux traditions familiales, preuve entre guillemets d'une certaine indépendance d'esprit. Durant cet échange qui voit naître une amitié à toute épreuve, Severus va assister muet à ce dialogue dont il sait qu'il ne fait pas véritablement ses affaires. Instinctivement, Severus comprend que cette espèce de huis clos de l'impasse des tisseurs où il était avec Lily Evans est désormais révolu. Il n'est désormais plus celui qui est le seul à pouvoir apporter des réponses aux questionnements de la jeune Lily ou à pouvoir lui communiquer des informations sur un monde magique qu'elle ne pouvait pas connaître et qu'elle ne pouvait découvrir entre guillemets qu'à travers son propre regard. Il faut bien reconnaître pour le coup que ce huis clos dont nous vous parlions dans une précédente vidéo n'était franchement pas quelque chose de particulièrement sain, ni pour Lily Evans d'ailleurs, ni pour Severus Rogue. Cela engendrait, d'un côté comme de l'autre, une espèce de forme de dépendance qui ne relevait pas de la normalité pour des enfants de cet âge. Severus Rogue ne ressent que du mépris pour James Potter dès l'instant où ce dernier s'immisce dans une discussion qu'il considère ne pas en fait le regarder. Il méprise le caractère de cet impertinent jeune garçon qui avoue sa préférence pour la maison Gryffondor dont les valeurs ne sont absolument pas celles qu'il a commencé à embrasser depuis déjà un bon petit moment. Son mépris est tel qu'il ne pourra pas s'empêcher de réagir de manière relativement moqueuse à un James Potter un peu trop enthousiaste à ce sujet. C'est ainsi que va naître la toute première opposition entre Severus, James et Sirius Black, et c'est bien Severus qui va foncer tête baissée dans cette opposition. De manière assez évidente, Severus n'aurait jamais dû répondre aux provocations qui étaient celles de James. Le problème, c'est qu'à 11 ans, on est rarement assez mature pour que les critiques, pour que les moqueries glissent, et encore moins pour passer à autre chose facilement.
Si on rajoute à cela les conditions de développement qui furent celles de Severus Rogue durant l'enfance, on sait que la difficulté d'éviter le piège ne s'en trouvera, entre guillemets, que plus renforcée. Rogue va assez vite prendre le parti de défendre ce qu'il considère déjà comme étant sa propre maison. Pour lui, l'opposition entre les deux maisons revient grossièrement à penser que privilégier Gryffondor à Serpentard, c'est avant tout privilégier le physique, les biceps, comme il dit, à la dimension intellectuelle qui appartiendrait, selon lui, aux élèves de la maison de Salazar Serpentard. En attaquant ainsi James Potter, Severus commet en réalité au moins 2 erreurs. La première, évidemment, c'est de plonger droit dans cette discussion dont on sait naturellement que ça va partir en cacahuète assez rapidement. La seconde grossière erreur, c'est celle qui consiste à ne pas avoir compris qu'il était seul face à 2 jeunes garçons qui semblaient quand même déjà être plus ou moins sur la même longueur d'onde. C'est d'ailleurs cette deuxième erreur qui va obliger Sirius Black à rentrer véritablement dans le jeu de son petit camarade. Considérant que le positionnement de Severus Rogue ne correspond pas aux idées reçues qu'il vient d'exprimer de manière très ou trop caricaturale, il se demande bien où pourra terminer Severus, qu'il considère comme étant privé aussi bien de biceps que d'un quelconque intellect. Lily Evans, étant un petit peu plus mature que tout ce petit monde, va très vite comprendre que la situation est en train de déraper dans les grandes largeurs et qu'il serait temps d'y mettre un terme. D'une part, elle voit bien que cette discussion ne peut amener que sur une immense confrontation qui n'amènera en fait que d'autres problèmes dont l'échelle de gravité peut varier grandement. Et d'autre part, elle sait parfaitement que Severus Rogue a tendance à ne pas savoir dominer sa colère et certaines caractéristiques de sa personne. Elle a déjà eu l'occasion de s'en apercevoir, vous le savez, dans les différents événements qui ont opposé Severus à sa sœur Pétunia. Elle sait donc pertinemment qu'il vaut mieux que cette situation ne s'éternise pas outre mesure, au risque, effectivement, qu'elle continue de se dégrader de manière on ne peut plus irrémédiable. C'est pourquoi elle va, très intelligemment, proposer un changement de compartiment qui était la seule et unique solution de bon sens. Sur le moment, Lily n'accorde pas plus d'attention à James et Sirius que ce qu'ils ne peuvent mériter. Cependant, et c'est là peut-être le plus problématique, c'est que malheureusement, en fait, quelque part, le mal est déjà fait. Tout retour en arrière semble maintenant assez difficile à imaginer. James et Sirius se moquent littéralement de Severus Rogue, qu'ils essayent de faire tomber par plusieurs croche-pattes et tentent par la suite de ridiculiser encore un peu plus en l'affublant du surnom fort peu sympathique, Servilus. Le mal était fait et on sait que ce surnom va rester. Alors, nous ne connaissons pas la manière dont Rogue va réagir face à cette situation. On ne sait pas non plus la manière dont il perçoit cet incident. Quand nous prenons le temps d'y réfléchir un petit peu, le sentiment que l'on peut avoir, c'est que c'est surtout la colère qui ne va faire que grandir en lui. Severus Rogue quittait un environnement familial déjà très toxique et il retombe immédiatement dans un univers où il doit se confronter aux moqueries et à un certain type de violence qu'il aurait voulu ne jamais retrouver dans un environnement, encore plus un environnement comme celui-ci. Nous savons pertinemment que Severus Rogue a une tendance à avoir des accès de colère non contrôlés dès qu'une situation semble le dépasser ou ne se déroule pas simplement comme il le souhaite ou comme il avait prévu que cette situation se déroule. Ces accès de colère, on le sait, le consument petit à petit, probablement de manière très inconsciente. Peu à peu, la colère finit par devenir une de ses caractéristiques dont on sait qu'il aura du mal à se départir au fur et à mesure de son évolution. Cet épisode ne peut donc franchement pas améliorer la stabilité psychologique du jeune garçon. Alors, seule problématique qui subsiste, c'est que ce passage de sa vie, nous ne connaissons sa vision de l'événement que parce qu'elle est issue des souvenirs transmis à Harry Potter lors de la bataille de Poudlard et qu'ils sont entre guillemets vus par l'intermédiaire de la Pancine. Alors, loin de nous l'envie de remettre en cause ce souvenir dont la perception par le principal intéressé ne peut en réalité être remise en question, car au final, elle compte peut-être même bien davantage que la réalité exacte. Alors, bien évidemment, il est possible que ce souvenir soit biaisé ou amplifié, mais le fait est qu'il a laissé suffisamment de marques dans son esprit pour qu'il perdure plus de 20 années plus tard. Cette donnée nous donne quand même une idée de la problématique centrale qui est celle de Severus Rogue. Dès le Poudlard Express, en fait, ses efforts pour s'arracher à ces déterminismes sociaux se confrontent déjà à la désillusion. Et ça, c'est tout le problème. La vie de Severus Rogue, on continuera de le voir, est une suite de désillusions permanentes.
Le fait est que son arrivée à Poudlard, avant même qu'il ne mette un pied dans le château, se trouve donc ainsi entaché de cette espèce de logique de désillusion. D'ailleurs, dans l'ordonnancement de ses souvenirs, on sent bien que ce phénomène de la désillusion ne va faire que se renforcer de plus en plus. En effet, le souvenir qui vient juste après celui de Poudlard Express est celui de la cérémonie de répartition. Alors, plus concrètement, le souvenir commence par le moment où la jeune Lily Evans est appelée par le professeur McGonagall pour revêtir le Choixpeau magique afin d'être répartie au sein de la maison où elle passera les 7 prochaines années de sa vie. Inutile de dire, pour le coup, que ce moment est particulièrement stressant aussi bien pour Lily que pour Severus. Dans l'esprit de ce dernier, l'affaire était entendue d'avance. Lily Evans devait obligatoirement atterrir à Serpentard. Après tout, Severus aperçut que Lily était une sorcière particulièrement intelligente, qui était même brillante et qui en plus avait de l'ambition. Elle pourrait faire de très grandes choses au sein de la maison Serpentard, d'autant plus, pense-t-il, s'il est, évidemment, au quotidien à ses côtés. Dans sa tête, il ne pouvait pas y avoir en réalité d'autres possibilités. Seulement, la vie réserve très souvent de très nombreuses surprises, et Severus Rogue va en faire la très difficile expérience. Cette vidéo, vous l'aurez compris, n'est pas centrée sur le personnage de Lily Evans, bien évidemment. Nous ne traiterons donc pas outre mesure le dialogue qui a éventuellement pu ou non avoir eu lieu entre la jeune fille et le Choixpeau magique. Nous aurons l'occasion d'en reparler assez ultérieurement dans une vidéo qui lui sera spécifiquement dédiée en temps et en heure voulue. Le fait est que le Choixpeau envoie la jeune Lily à Gryffondor. Décision qui, pour nous, lecteurs, apparaît de base assez logique. Il est vrai, tout à fait cohérente. D'ailleurs, on croit savoir que le Choixpeau a mis très peu de temps, selon le souvenir de Rogue, à annoncer sa décision. Si pour nous, ce choix fait tout à fait sens, pour Severus, évidemment, ce n'est pas nécessairement le cas, vous l'aurez compris. Dans son souvenir, on sait qu'il va émettre une forme de grognement à l'annonce du Choixpeau. Severus Rogue, on le sait, n'est pas du genre à s'appesantir sur ses propres sentiments, et donc il est possible que nous n'ayons pas tout à fait vu la teneur des sentiments qu'il a pu ressentir à ce moment-là de l'histoire. Et ce n'est d'ailleurs pas non plus l'objectif de ce souvenir qui retrace à grands traits une histoire un peu sous forme testamentaire de l'amour qu'il avait pour la mère de Harry Potter ainsi que son opposition aux choix qui étaient ceux d'Albus Dumbledore. Cependant, ce qui nous intéresse quand même, c'est justement d'essayer de comprendre les sentiments qui peuvent habiter Severus Rogue à ce moment-là de son histoire. Forcément, le fait que Lily Evans intègre la maison Gryffondor n'était pas franchement programmé et pas du tout, on va dire, au programme du jour. Évidemment, il savait probablement que cela pouvait quand même se produire. Il semble peu évident qu'un enfant si jeune et si isolé, sans expérience de Poudlard, puisse savoir exactement la manière dont pouvait fonctionner le Choixpeau. On peut donc imaginer qu'il y a une certaine forme de fatalité dans l'appréhension, ou plutôt dans l'appropriation de cette information de l'arrivée de Lily Evans au sein de la maison Gryffondor. Il n'empêche qu'il s'agit une fois encore dans cette journée d'une nouvelle désillusion, c'est la deuxième. Severus Rogue savait très bien et savait pertinemment que Lily avait un caractère différent du sien et que sa manière de fonctionner et de penser l'est tout autant. Donc le risque était bien réel, il existait donc bien, mais il a fait le choix de ne pas le voir. Et le problème qui subsiste pour Severus, c'est que dans sa tête, il s'était surtout attaché à l'idée qu'il partagerait une scolarité tout à fait commune. Severus a été tellement longtemps isolé que l'on sait qu'il cherche à se rattacher à ce qui lui apparaît être lumineux, forcément, comme nous vous l'avons déjà dit dans cette vidéo et dans la précédente, de manière extrêmement maladroite. Comme souvent, Rogue a tendance à vouloir imaginer une situation idéale, une situation, on va dire, un peu stéréotypée. Ce qui est positif d'ailleurs, puisque cela démontre qu'il est encore en capacité de rêver. Ce qui, franchement, entre nous, on va se le dire, ne coulait pas totalement de source après plus de 10 années de mauvais traitements familiaux dans tous les genres et avec de la violence entre ses parents, de la violence vis-à-vis de lui. Bref, c'était quand même quelque chose de compliqué. Mais le problème avec les rêves, c'est que souvent, plus on y croit fortement, plus le risque de désillusion est proportionnellement très élevé. Et pour Rogue, on ne peut pas mettre de côté le fait que l'on se trouve dans une situation relativement analogue où effectivement il va vivre des désillusions qui sont multipliées par la hauteur en fait des rêves qu'il s'était accordés. L'absence de Lily Evans à Serpentard n'était franchement ni prévue, ni la situation idéale pour Rogue, ni la situation souhaitée, et cela semble évident. D'autant plus que cela
on va dire, renvoie Rogue à une certaine forme de solitude avec laquelle il a l'habitude de, on va dire, de vivre et de se construire. Mais c'était quelque chose qu'il souhaitait, entre guillemets, quitter. Alors oui, il faut pondérer effectivement ce point par le fait que ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à deux maisons différentes au sein de Poudlard que leur amitié ne pourra pas continuer à prospérer, bien au contraire. On le sait, on a vu des tas d'exemples où des élèves de deux maisons différentes peuvent continuer à avoir des relations, des amitiés, voire des relations personnelles un peu plus poussées. Hein. On l'a vu effectivement avec Ginny Weasley et Luna Lovegood qui sont dans deux maisons différentes. On l'a vu avec Percy et Pénélope Dauclair. Enfin, bon, c'est quelque chose qui coule entre guillemets de source et qui peut se faire. Bref, il faut d'ailleurs quand même, ceci dit, reconnaître au passage que les adaptations cinématographiques des romans ont pu parfois effectivement donner l'impression d'un fonctionnement plus cloisonné entre les maisons. Et en réalité, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, ce n'est pas tout à fait la réalité du livre. Les frontières en dehors des dortoirs ne sont pas aussi hautes que les adaptations cinématographiques ne nous poussent à les imaginer. Après, il est vrai que la vie au sein des maisons peut amener de nouvelles amitiés ou de nouvelles inimitiés d'ailleurs et à infléchir ou à modifier quelque peu le caractère des élèves qui baignent effectivement dans une ambiance qui est particulière, quelle que soit la maison, et qui peut être très différente d'une autre ambiance dans une autre maison. Ça, vous le savez et vous l'avez évidemment bien compris. Effectivement, au fur et à mesure, ces phénomènes sociaux, comme on pourrait les appeler, peuvent naturellement créer une plus grande distance. C'est un risque, mais ça peut aussi effectivement rapprocher, puisque certains préfèrent effectivement avoir un melting pot d'amis qui ne se ressemblent pas tous. Enfin, chacun peut faire le choix, et c'est ça qui est assez magique à Poudlard, mais que l'adaptation cinématographique des films a peut-être mis un peu de côté. Bref. Alors, après, si le sujet, on va dire, de cette amitié, de ce lien ne se pose pas dans l'immédiat, il est fort probable que Severus Rogue, lui, y pense malheureusement déjà. D'autant plus lorsqu'il voit son ami prendre place à la table des Gryffondors aux côtés d'un certain Sirius Black à qui il s'était déjà opposé plus tôt dans la journée. Et alors on imagine que quand James Potter rentrera à Gryffondor, on sera à peu près dans la même logique. Bref. Mais en tout cas, il ne faut pas nous y tromper, car nous percevons que ce moment-là est fondateur dans l'histoire de Severus Rogue. Quand le Choixpeau magique décide d'envoyer notre personnage du jour à Serpentard, nous voyons que ce dernier est accueilli de manière très chaleureuse par un certain Lucius Malfoy, qui était alors préfet de la maison Serpentard. Dans la manière dont J.K. Rowling présente les choses, on comprend qu'il se passe quelque chose ce soir-là qui dépasse de toute façon de très loin la simple question de la relation déjà complexe entre Lily Evans et Severus Rogue. Il y a quelque chose de plus. Quelque part, on a un peu le sentiment que les destins, ce soir-là, ont commencé à prendre des chemins totalement différents qui vont venir bouleverser, au fur et à mesure des années qui passent, totalement leur destinée. Alors, c'est peut-être un peu dramatique et un peu exagéré de le dire comme ça. Mais pour ce qui nous concerne, il y a quand même une part de vérité dans cette logique de voir effectivement d'un côté Lily Evans rejoindre une maison dont on sait qu'elle est plutôt sympa, qu'elle est plutôt cool, et Rogue partir dans une maison où il se retrouve accueilli par Lucius Malfoy, dont on sait qu'il deviendra le pire des salauds quelques années plus tard. Bref, loin de nous l'envie de plonger dans une vision totalement binaire sur ces événements-là, et de dire que ce soir-là, Severus aurait donc rejoint le camp du mal et Lily le camp du bien. Ce serait beaucoup trop manichéen. Mais pour le coup, de manière symbolique, il y a quand même une certaine forme, on va dire, de premier pas qui a été commis ce soir-là. Il n'était probablement pas non plus totalement déterminant, ce premier pas, mais il était quand même déjà, pour le coup, existant, et on ne peut pas totalement le mettre de côté. La suite du souvenir de Rogue laisse passer un petit peu de temps, mais que nous pouvons combler notamment grâce à des récits périphériques fournis par d'autres personnages. Et ces récits nous donnent quelques éléments d'ambiance sur le développement qui a été celui de Severus Rogue durant le début de sa scolarité à Poudlard. Ce qui est déjà très important et qu'il faut absolument prendre en considération, c'est que la maison Serpentard baigne à cette époque-là dans une ambiance pour le moins très particulière. En effet, on retrouve à cette période certains élèves qui demain deviendront des hauts cadres, pourrions-nous dire, des mange-morts auprès de Lord Voldemort. À cette époque-là, Voldemort commence déjà à faire parler de lui, déjà depuis même un petit moment. On n'est pas encore dans la première guerre du monde des sorciers, mais on tend à s'en rapprocher de plus en plus. On sait qu'il recrute des fidèles, on sait ce qu'il prêche, on connaît la nature de ses idées, beaucoup connaissent ses objectifs, ainsi que la lignée dont il descend
forcément, même s'il n'est plus à Poudlard depuis de nombreuses années. On sait qu'il navigue déjà dans les familles de sang pur. On peut imaginer que des familles comme les Black, les Lestrange, les Malfoy sont déjà en contact avec celui qui deviendra un peu plus tard le Seigneur des Ténèbres. Forcément, les enfants, et notamment ceux qui s'approchent de la fin de leurs études, sont forcément dans une logique, d'une part où ils sont convaincus de la démarche de Lord Voldemort, et d'autre part où ils vont tenter, chacun à leur place, de recruter de nouveaux partisans, évidemment, pour se faire bien voir. Severus Rogue a toujours eu un attrait, on le sait, particulier pour tout ce que la magie peut fabriquer de plus puissant. Et tout cela, rajouté au fait qu'il existe dans la personnalité de Severus Rogue une dimension de violence dont on a déjà parlé, ainsi qu'une certaine forme, il faut le reconnaître, de sadisme, ne pourra faire que s'en renforcer au fur et à mesure des années et des contacts qu'il va pouvoir nouer au sein de la maison Serpentard. Parce que forcément, l'ambiance qui règne au cœur de Serpentard trouve un certain écho dans la philosophie de pensée et dans la psychologie de Severus Rogue. Il faut quand même se le dire, d'autant plus qu'il faut bien reconnaître que son arrivée à Poudlard ne se passe pas du tout comme il l'avait prévu, et que forcément tout cela va créer des failles dans lesquelles, on sait très bien, des sentiments plus ou moins néfastes peuvent se développer au fur et à mesure. Alors, outre les péripéties de la cérémonie de répartition qu'il faut tenir pour acquis pour ce qu'ils sont, mais dont il ne faut pas non plus faire tout un plat, Severus Rogue, on le sait, va devoir subir les moqueries récurrentes de James Potter, de Sirius Black et de leurs amis, ce qui n'est pas du tout une joie quotidienne à vivre, vous l'imaginez bien, loin de là. Alors, bien entendu, les cours et sa réussite scolaire, qui va généralement avec, constituent une source de satisfaction, validant de fait ce qu'il supposait au sujet de ses propres capacités. Severus Rogue est un très très bon élève, c'est quelqu'un qui sait, entre guillemets, s'inclure parfaitement sur le plan académique, c'est quelqu'un qui sait réussir, c'est quelqu'un qui s'intéresse, mais forcément ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, tout cela en fait démontre que la vie, une fois de plus, n'est pas toujours à Poudlard nécessairement des plus simples et des plus agréables. Et donc, forcément, avec toutes ces moqueries, tout cet environnement qui est constitutif du harcèlement scolaire, vous savez qu'on vous a déjà fait une vidéo qui parle du harcèlement scolaire à Poudlard et que vous pouvez retrouver dans notre playlist sur les grandes questions et théories du monde magique, où c'est important évidemment que chacun puisse se faire sa propre idée sur quand même le climat qui règne à Poudlard, qui n'est pas un climat toujours très sain, ni d'ailleurs d'un point de vue des élèves, ni d'un point de vue des enseignants qui, face à ce phénomène, ont l'air un petit peu d'une poule devant un couteau. Ça, vous le savez, fin de la parenthèse, mais vous pourrez retrouver cette vidéo qui, à notre sens, cadre quand même dans le sujet qui est celui de Severus Rogue. Donc, on vous le disait, forcément, à force d'être pressurisé par un environnement donc, qui est très peu agréable et qui a tendance quand même à être particulièrement cruel, Severus Rogue, lui, va se tourner davantage vers des gens qui partagent, on va dire, une sorte de prisme relativement similaire. Et malheureusement, cette manière, entre guillemets, de se tourner vers des gens qui lui ressemblent va l'obliger en fait à se rapprocher vis-à-vis de certains élèves qui vont partager certaines de ses inclinaisons, parmi lesquelles, par exemple, la haine des Moldus, la haine des traîtres à leur sang, la haine des Gryffondors, etc., 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 vous l'aurez compris. Subsiste cependant quand même une problématique qu'il convient d'avoir à l'esprit qui se trouve être la problématique Lily Evans. Tout le monde à Poudlard connaît assez rapidement évidemment le statut de sang des uns et des autres, d'autant plus quand la dite élève excelle en tout et démontre d'immenses talents dans la pratique de la magie. Assez étrangement, Severus Rogue ne va pas s'éloigner de Lily Evans pour autant, bien au contraire. Dans un premier temps, on sait qu'ils vont continuer à passer du temps ensemble, en tout cas dès qu'ils le peuvent, en fonction des cours qu'ils ont en commun et des moments de temps libre qu'ils peuvent avoir. On sait aussi que ce sont deux très très gros bosseurs et qui passent beaucoup de temps, évidemment, à la bibliothèque. Alors, n'étant pas dans la même maison, ils se retrouvent donc, cependant, très souvent séparés. Et c'est dans cette espèce d'intermittence temporelle que tout va finir pour les deux amis par changer. Que deux enfants soient proches et s'éloignent, on sait que ce n'est pas franchement quelque chose de très étonnant, ce sont les amitiés infantiles, c'est assez habituel. Le cas de Severus et de Lily Evans est plus étonnant, mais répond à la fois à des logiques assez habituelles, mais aussi à une logique un peu différente. Severus, tout comme Lily, vont, durant ces moments éloignés l'un de l'autre, faire l'expérience de nouvelles découvertes, et forcément de nouvelles rencontres. Tout comme Severus va faire la découverte de ses camarades, aux idées, on va dire, et pratiques un peu particulières, Lily, de son côté, va elle aussi faire de nouvelles rencontres.
se faire des amis, dans son dortoir notamment, qui sont dans un prisme forcément très différent que celui qui peut appartenir aux nouveaux amis de Severus. Lily ne vit pas sa scolarité dans la même ambiance que celle de Rogue, et n'aborde pas non plus sa scolarité de la même manière, avec les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Si Lily se tourne globalement vers une magie qui est belle, vers une magie qui est lumineuse, on sait que Severus, lui, va très rapidement démontrer une attirance extrêmement prononcée pour la magie noire et pour la puissance qu'il peut tirer de cette dernière. Il excelle d'ailleurs, tout comme Lily, dans son domaine et dans leur domaine respectif, tous les deux sont absolument excellents. Et ils prouvent d'ailleurs qu'ils détiennent tous les deux un potentiel qui est quand même assez énorme. Le problème, c'est que le fait d'emprunter des chemins aussi différents l'un et l'autre ne va que contribuer à les éloigner l'un de l'autre. C'est un vrai problème d'ailleurs pour ce qui concerne Severus, car, nous l'avons bien compris, Lily était la main tendue du destin pour emmener Severus vers, on va dire, un avenir nettement plus radieux. Lily, encore une fois, c'était un peu la lumière au bout du tunnel. Si Severus n'a pas l'air de bien saisir ce qu'il se passe et que le chemin qu'il emprunte n'est pas le bon, ce n'est absolument pas le cas de Lily, qui est une jeune fille très perspicace pour son âge. Grâce aux souvenirs de Severus Rogue, nous savons d'ailleurs que Lily saura lui en faire le reproche de manière régulière, et on peut le dire, va même aller jusqu'à le mettre en garde. Dans le roman, le souvenir n'est pas expressément daté. On sait simplement qu'il s'est déjà passé plusieurs années, car Harry Potter note que les deux protagonistes ont beaucoup grandi. Les années qui séparent donc le souvenir de la répartition et celui-ci n'ont pas été plus documentés que cela, mis à part au travers d'un certain nombre de confidences de Sirius Black, que là aussi il faut prendre entre guillemets avec des pincettes compte tenu de l'inimitié qui existe entre nos deux protagonistes. Seulement, il faut quand même juste que nous abordions un point qui reste pour le moins intéressant. C'est la question en fait de ce qu'il se passe durant les étés, donc quand la période scolaire est évidemment terminée entre deux années scolaires. Si on a bien compris que durant l'année scolaire, Severus mettait petit à petit à tourner vers le mauvais côté de l'échiquier, on s'interroge un peu plus sur la manière dont se déroulent ces étés. Forcément, il est de retour à son domicile familial, dans l'impasse du Tisseur, dans un univers familial où l'ambiance est toujours aussi détestable, où les rapports avec son père sont toujours aussi exécrables, et probablement empreints d'un certain niveau de violence. Les relations avec sa mère sont aussi probablement difficiles, même si on sait que de cette relation naît quand même une certaine forme, peut-être pourrions-nous dire d'affection, ou pourquoi pas une certaine forme de complicité, même si le mot nous semble déjà un petit peu trop élevé. On peut imaginer qu'il continue, durant ces étés, à encaisser les mauvais traitements divers et variés, qu'ils soient moraux ou physiques. Il est aussi possible que ces périodes estivales soient un peu l'occasion de se reconnecter, pourquoi pas, un petit peu avec Lily Evans. Les murs qui se sont naturellement dressés entre eux à Poudlard s'abaissent probablement un peu durant l'été, même si on peut imaginer que Lily consacre évidemment beaucoup de temps à sa famille ainsi qu'à sa sœur, qu'elle ne voit évidemment que très peu lors de l'année scolaire. On ne sait cependant pas vraiment l'impact que ces longues pauses estivales peuvent avoir sur la psychologie de Rogue. Le fait est qu'elles ne suffiront pas, en tout état de cause, à inverser une véritable tendance que l'on pourrait presque qualifier d'autodestruction programmée du personnage. Pour en revenir aux fréquentations de Rogue qui font l'objet de justes récriminations de la part de Lily Evans vis-à-vis donc de ces espèces de fréquentations douteuses, on sait qu'elle va se montrer particulièrement vindicative. Nous assistons d'ailleurs à la première véritable dispute entre les deux amis. Nous ne connaissons pas précisément le contexte, ou tout le monde nous y reviendrons un petit peu plus tard, dans lequel va survenir en réalité cette dispute. Là n'est pas le sujet. Cet élément se trouve évidemment un petit peu à la périphérie de ce fragment de souvenir, mais on en reparlera plus tard. On voit juste Severus finir d'interpeller Lily alors que la conversation semble avoir déjà commencé. On peut imaginer que Lily, à ce moment-là de l'histoire, avait déjà commencé un petit peu à prendre ses distances vis-à-vis de Severus, et que ce dernier ne vit absolument pas bien du tout cette situation. Et c'est d'autant plus vrai que l'on sait que notre personnage du jour brûle toujours d'amour pour sa
Dulcinée. Dans cette séquence, on voit Rogue interroger sa comparse de toujours pour lui rappeler qu'ils étaient amis et même meilleurs amis, ce que Lily va confirmer dans un premier temps. Effectivement, elle va aller plutôt du côté de confirmer la véracité de ce propos, mais va quand même, dans la suite, pointer du doigt le fait que les fréquentations de son ami ne sont pas du tout à son goût. Elle citera même 2 personnages dont on sait qu'ils deviendront plus tard des mange-morts, en l'occurrence Avery et Mulciber. Apparemment, ces 2 personnages sont devenus de véritables acolytes de Severus à Poudlard durant les événements qui séparent la cérémonie de répartition et ce souvenir-là. Lily Evans prend notamment appui sur le personnage, à l'air un petit peu sulfureux de Mulciber, qui aurait commis un acte grave. On imagine un acte de cruauté sur un certain niveau vis-à-vis d'une jeune fille qui s'appelle Mary McDonald et qui est prétendument élève au sein de la maison Gryffondor et une amie de Lily Evans. Au lieu de comprendre le message qu'est en train de lui faire passer Lily, Severus va être suffisamment, pardon de l'expression, débile pour tenter de minimiser les actes de son ami en considérant qu'il ne s'agissait là que globalement de simples plaisanteries qui auraient, on l'imagine, un peu mal tourné. Seulement, cette tentative de justification un peu pitoyable n'est pas du tout entendable pour Lily Evans, car cette plaisanterie, entre guillemets, aurait impliqué à un moment ou à un autre l'usage de la magie noire. Les valeurs de Severus, telles qu'elles se développent depuis le début de sa scolarité à Poudlard, tolèrent la magie noire et son usage comme étant l'une des composantes de la pratique magique. Ce n'est absolument pas du tout, mais alors pas du tout le cas pour Lily, dont les valeurs sont désormais bien différentes, voire même presque antagonistes de celles qu'on aurait pu considérer comme étant son meilleur ami. On sent Severus piqué au vif par cette remarque d'une Lily Evans qui, selon lui, a des réactions un peu à géométrie variable. En point sous-jacent de son propos, on comprend assez vite que c'est surtout la jalousie qui pointe un peu le bout de son nez dans ce qu'il déclare. Depuis la cérémonie de répartition et au fur et à mesure des années, Severus Rogue n'a pu que constater que son ami ne s'est jamais véritablement totalement éloigné, ne s'est jamais véritablement totalement désolidarisé des 2 jeunes garçons qui s'étaient ouvertement payé sa tête à bord du Poudlard Express. Cela ne veut pas dire que Lily Evans était amie avec James Potter et avec Sirius Black, mais voilà, il y avait quand même des liens. On sait que Lily entretenait des liens plutôt corrects et plutôt cordiaux avec Remus Lupin, avec Peter Pettigrew également, donc finalement, au final, il n'y avait pas tant de distance que ça. Et Rogue, en fait, n'a jamais, depuis le début de son arrivée à Poudlard, il n'a jamais digéré le comportement de James Potter et le comportement de Sirius Black. Et cette inimitié n'a fait que se développer d'année en année au fur et à mesure des différentes oppositions qu'il y a pu avoir. Contrairement à ce que l'adaptation cinématographique a pu nous montrer, il serait tout à fait inexact et absolument mensonger de considérer que Severus Rogue serait un saint et une victime complète, alors que James Potter et Sirius Black seraient de parfaits enfoirés. En l'occurrence, si Severus Rogue a bien subi un harcèlement crasse et, il faut le reconnaître, absolument ignoble, il n'était pas non plus tout blanc. Dans sa vie de tous les jours, on sait que Severus va faire à peu près tous les mauvais choix possibles en s'éloignant du chemin qui pouvait s'ouvrir devant lui. Le choix de son entourage, son attrait pour la magie noire, son comportement, son air supérieur, son obstination à aller dans la mauvaise voie sont autant de pavés qui l'éloignent de la posture victimaire de l'adaptation cinématographique. Alors, attention, loin de nous l'idée de justifier le harcèlement subi par Severus Rogue, ni d'amoindrir d'ailleurs la dureté de ce qu'il a vécu. Mais il serait parfaitement erroné de considérer Rogue comme étant un innocent jeune homme, car la vérité est dans le déroulement des événements est tout autre. Et on sait que la cruauté qui est celle de Severus Rogue, la violence de ses propos, la violence de ses actes et de la manière dont ses camarades eux aussi peuvent recourir à des actes violents, montre qu'on est très loin de l'image qui a pu être véhiculée par l'adaptation cinématographique. Il est vrai que le talent qui était celui d'Alan Rickman d'interpréter un personnage qui avait été écrit par des scénaristes et de mettre en scène le personnage de Severus Rogue tel qu'on l'a vu effectivement dans cette séquence du souvenir dans Harry Potter et le relique de la mort partie 2, on sait effectivement qu'Alan Rickman a très bien interprété le personnage. Maintenant après, on est dans une logique, on a voulu nous vendre une espèce d'opposition entre James Potter, le grand méchant, et Severus Rogue,
le grand gentil qui aurait été martyrisé. En réalité, les choses sont plus compliquées. Cela ne veut pas dire que James Potter n'était pas un enfoiré. On y reviendra évidemment quand on se penchera sur son cas. Mais en l'occurrence, c'était pas tout à fait ça. Et effectivement, d'ailleurs, même Alan Rickman le note dans son ouvrage, dans son livre autobiographique, plutôt dans ses carnets intimes, où effectivement, il va dire un certain nombre de choses. Et on vous renvoie à la vidéo que nous avions fait sur ce sujet-là et qui est pour le coup extrêmement intéressante. Pour en revenir à la discussion qui oppose Severus et Lily, il faut dire que le futur maître des potions de Poudlard n'a absolument pas l'intention de subir les reproches que Lily lui adresse sans sourciller, et surtout, il pense à tort que ce qu'il s'apprête en fait à révéler à son ami sera de nature d'une part à lui montrer que ses fréquentations ne valent pas mieux que les siennes, et que d'autre part, il espère de faire descendre une bonne fois pour toutes James Potter dans l'estime de Lily. Ce qu'il ignorait, c'est que Lily ne le portait pas en grande estime à cette époque-là. Bref. Évidemment, ce à quoi il veut faire référence, c'est l'incident qui est survenu quelque temps auparavant dans le tunnel situé sous le sol cogneur et dont il pensait que Lily n'était pas au courant. On sent presque qu'il abat ce qu'il pense être une carte maîtresse dans une espèce de stratégie plus ou moins improbable dont on ne comprend pas véritablement bien ce qu'il a voulu faire. Il est donc nécessaire de faire un tout petit retour en arrière sur ces événements que nous découvrons pour la première fois dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que l'antagonisme qui oppose Severus Black à James Potter et sa bande d'amis est une espèce de constance absolue lors du déroulement de leur scolarité à Poudlard. Ils ne peuvent absolument pas se supporter depuis leur toute première rencontre et tout est prétexte à finir en incident en impliquant évidemment les deux protagonistes, voire plus si affinité avec Sirius Black et les autres. C'est un problème récurrent au sein de l'école. Aussi, on ne peut pas vraiment prendre l'incident ou les incidents que nous allons voir pour les expliquer comme étant en fait des faits isolés, car ce sont en réalité des incidents relevant d'un continuum totalement ininterrompu d'incidents qui se répètent encore et toujours et toujours et toujours. La problématique, c'est qu'avec le vieillissement de nos personnages, les incidents vont finir par largement dépasser le stade des simples moqueries, même si elles demeurent en soi totalement inacceptables de base, on est bien d'accord. Les raisons de cet antagonisme sont nombreuses. On pourrait citer la cruauté naturelle des êtres humains, ou encore cet étrange combat de coq qui les oppose un peu autour de Lily Evans sans que ce soit formulé. Il y en aurait d'autres et on pourrait effectivement y passer des heures, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Durant les cours d'occlumencie, censés protéger Harry Potter de toute intrusion mentale du Seigneur des Ténèbres, Severus Rogue va, bien contre sa volonté, révéler un secret qu'il ne comptait pas communiquer à son élève pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de ce qu'il identifie comme étant son pire souvenir, ou tout du moins, on va le reconnaître, l'un des plus difficiles pour lui, parce que malheureusement, des pires souvenirs, il y en aura un peu plus tard. On retrouve dans ce souvenir Severus et James, mais également Lily Evans, ainsi que Sirius Black, Rémus Lupin et Peter Pettigrew. Nous sommes à l'extérieur du château, probablement à une période où les conditions climatiques écossaises permettent de profiter, on va dire, de conditions clémentes afin de se détendre dans le domaine de Poudlard, a priori après les examens des buses, c'est-à-dire que globalement il y a à peu près 15 jours dans le temps écossais où on peut profiter des extérieurs sans se faire tremper la figure. Bref. Il faut bien prendre en considération qu'il n'y a pas forcément besoin d'une raison particulière à l'instant T pour qu'un événement prenne tout de suite une mauvaise tournure entre ce groupe de personnes. Parfois un regard, parfois un soupir, parfois un sourire suffit à déclencher une bagarre ou des moqueries ou encore des insultes dans tous les sens. Tout est possible pour le coup, donc il ne faut pas, entre guillemets, s'enfermer uniquement sur un aspect. L'incident du jour va malheureusement aller un petit peu plus loin que d'habitude, puisque le grabuge engendré par l'affrontement qui va se dérouler va provoquer évidemment un attroupement. Alors en l'occurrence, ce jour-là, c'est un simple regard et un simple rictus qui va entraîner une espèce d'escalade rapide qui va déboucher donc sur cet affrontement magique au cours duquel James Potter va prendre l'ascendant pour la première fois sur Severus. Alors, évidemment, quand vous avez ce genre de problématique, dans ce genre de situation, on sait que les élèves ont tous une fâcheuse tendance à se précipiter sur ce genre de drame, comme on peut se presser au spectacle. On le voit dans les cas de harcèlement scolaire, malheureusement tout le temps, dès qu'il y a une bagarre, tout le monde va se mettre autour, va regarder, va filmer, dans le monde des moldus en tout cas, et va ensuite s'en gargariser. C'est un peu morbide, mais c'est malheureusement un très grand classique, donc en la matière, vous l'aurez compris,
et encore plus quand on a une espèce de bataille rangée entre un des élèves les plus populaires, en l'occurrence James Potter, et l'un des élèves les plus doués pour ce qui concerne Severus Rogue. Si en plus de cela, nous rajoutons l'attrait de l'opposition naturelle entre les Gryffondors et les Serpentards, nous avons évidemment absolument tous les ingrédients réunis pour un spectacle de très grande ampleur. James Potter est quelqu'un, on le sait, de particulièrement arrogant et l'attrapeur le plus populaire de l'école. Et en plus de cela, il est doté, il faut le reconnaître, d'un charisme qui ne laisse pas de marbre la jante féminine de Poudlard. Dopé par sa réputation et par sa volonté de contenter, on va dire, son public, James Potter va laisser s'exprimer ce jour-là les inclinaisons les plus sombres de son personnage. Profitant d'avoir Severus Rogue à sa merci, Potter ne va rien trouver de mieux que d'humilier cruellement sa proie en l'exposant en sous-vêtements. Alors, dit comme ça, on pourrait penser à une blague un peu potache et pas franchement très intelligente, il va sans dire. En réalité, cet événement n'a absolument rien d'une blague, c'est un acte qui est cruel et franchement navrant, car cela touche à l'intégrité physique et à l'intégrité morale de Severus Rogue, ainsi qu'à sa dignité. On ne peut pas rigoler avec ça, et c'est une évidence. Severus Rogue, on le sait, à ce moment-là, subit une humiliation extraordinairement violente et profondément marquante pour son personnage. C'est lors de cette séance d'humiliation particulièrement dégradante que Rogue va laisser exploser, lui aussi, ses propres démons, car, encore une fois, sans diminuer la tragédie qu'il traverse, il est impossible de réduire Rogue à un statut uniquement victimaire. C'est bien plus compliqué que cela. Alors, on sait que Lily Evans va assez naturellement se porter au secours de son meilleur ami, peu importe si pour cela il faut s'opposer publiquement à la figure rassurante de James Potter. Il faut bien se rappeler qu'au moment de l'incident, la situation est arrivée à un point de blocage totalement inextricable. Rogue semble totalement à la merci de James Potter et n'est pas en capacité de se dégager de cette situation par ses propres moyens. Il n'existait donc que 3 solutions, soit James Potter était capable de s'arrêter par lui-même et l'incident aurait continué, soit un membre du corps professoral devait intervenir et les ennuis ne faisaient que commencer, soit enfin Lily s'interposait et était la seule à ne pas subir directement les attaques de James Potter. L'intervention de Lily Evans était donc la moins mauvaise de toutes les solutions pour tout le monde et celle qui entraînait le moins de répercussions et de conséquences pour l'ensemble des protagonistes, aussi bien sur un plan physique que sur un plan disciplinaire. Le problème, c'est que si ces 2 conséquences sont mises de côté, on connaît l'impact monumental de cet événement sur l'honneur et un peu, on va dire, la psychologie, la psyché de Severus Rogue. Alors que James Potter relâche enfin l'emprise magique qu'il détenait sur le jeune élève de Serpentard, Severus Rogue va perdre totalement le contrôle et va rembarrer Lily en expliquant qu'il n'avait pas besoin d'une sang de bourbe pour s'en sortir. Alors, autant dire tout de suite que notre personnage du jour a franchement perdu totalement contact avec la réalité et avec les bornes des limites qui ont été dépassées de très loin. Évidemment qu'il sortait d'un moment traumatisant, qui a mis, évidemment, encore une fois, on en est bien conscient, ses nerfs à très rude épreuve, et oui, bien évidemment que cela a eu un impact sur lui extrêmement important qu'on ne peut pas mettre de côté. Cela ne peut cependant pas, et ne peut cependant aucunement légitimer une telle insulte vis-à-vis de Lily. Bien entendu, il était tout à fait possible et même assez naturel de penser que ces mots ont probablement dépassé sa pensée ce jour-là. Cependant, cette situation expose un peu au grand jour la dualité certaine qui sointe en fait de la personne de Severus Rogue. Son côté serpentard et le chemin qu'il a commencé à arpenter depuis déjà plusieurs années vers les ténèbres semblent donc prendre peu à peu l'ascendance sur ce jeune garçon qui avait pourtant des rêves quand même un peu moins sombres. Le fait de baigner constamment dans un univers où la pureté du sang est érigée en fait un peu en norme et a presque fini de faire de Severus Rogue le parfait apprenti pour devenir un jour ou l'autre un mange-mort. Pourtant, Lily demeure particulièrement une exception dans le logiciel de pensée qui est celui de Severus. L'amour qu'il ressent pour cette dernière est une sacrée originalité, il faut le reconnaître, dans sa conception des choses. On imagine que beaucoup, au sein de la maison Serpentard, doivent d'ailleurs même s'interroger sur ce lien qui ne devrait absolument pas exister entre un sorcier, certes de sang mêlé, mais un sorcier, et une espèce
de sorcière qui a un statut du sang qui ne correspond pas du tout aux visions qui sont celles de cette époque-là où la pureté du sang a effectivement une prépondérance assez importante dans les discussions. Le fait est que Severus Rogue a bel et bien prononcé ces paroles et a bel et bien prononcé cette insulte et que c'est évidemment quelque chose de totalement inexcusable. Alors, on se doute, et on en parlera après, qu'il s'en voudra amèrement et qu'il comprendra qu'il a probablement atteint un niveau d'inacceptabilité tel qu'il va pousser naturellement Lily à revoir sa position vis-à-vis de son meilleur ami. Bien évidemment, elle avait déjà perçu certaines limites de son personnage et la manière injuste dont il pouvait parfois se comporter et dont ils pouvaient échanger déjà tous les deux. Mais ce palier de l'insulte franchie, il faut bien reconnaître que pour le coup, le chemin semble totalement impossible, et on le dit bien impossible, à inverser. Severus Rogue s'excusera, on le sait, on va en reparler à de très nombreuses reprises de cette insulte. Il ne semble pas évident que Lily ait pardonné et puisse finalement dire que tout cela n'a pas existé. Elle n'est évidemment jamais passée au-dessus de ça, et là-dessus, on peut reconnaître de toute façon qu'elle n'a pas tort. Alors, il convient à ce moment de notre récit d'aborder ce qu'il s'est passé dans le tunnel, évidemment, qui relie le sol cogneur à la cabane hurlante pour recoller avec donc notre souvenir dans la pensée. Alors, on sait que la finalité de ce qu'il s'est passé durant cette nuit funeste aurait pu évidemment très mal tourner et conduire à une situation très catastrophique et une situation pour le moins on ne peut plus funeste. Alors, on se souvient que le sol cogneur, évidemment, a été installé par Albus Dumbledore afin de permettre la scolarisation de Rémus Lupin dans de bonnes conditions, tout du moins, on va dire, dans une espèce de dimension lui permettant de suivre ses cours tout en garantissant du mieux possible, d'une part, la sécurité des autres élèves, ainsi que la protection de Rémus Lupin et de son sucré durant les périodes de lycanthropie qu'il pouvait connaître chaque mois. Assez rapidement, James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew vont se rendre compte que quelque chose cloche dans la vie de leur ami Rémus. Une fois le secret de la lycanthropie de Lupin découvert, on sait que les trois amis vont faire le choix de soutenir leur camarade plutôt que de le dénoncer. C'est à cette époque-là que va commencer véritablement l'aventure des maraudeurs et le long parcours qui les guidera vers l'acquisition d'un pan entier de la transformation magique et donc de la métamorphose, qui est celui de devenir un animagus, en l'occurrence des animagus. En l'occurrence, cette pratique de la magie de la métamorphose en fait qui permet d'arriver au statut d'animagus permet à nos trois maraudeurs d'accompagner en toute sécurité Rémus Lupin lors de cette transformation. On sait que c'est Peter Pettigrew qui sera le plus long à réussir cette métamorphose, mais qu'il sera également le plus utile, car sa pratique de la magie le conduira vers sa nature de rat, dont la taille s'avère totalement idéale pour appuyer sur la racine permettant d'ouvrir et d'accéder au passage dissimulé sous le sol cogneur. Seulement, tout ce petit manège autour des maraudeurs va finir évidemment par attirer l'attention de Severus Rogue, qui, on le sait, n'est pas non plus n'importe quel étudiant. Il s'aperçoit évidemment bien des absences répétées de Rémus Lupin et de ses étranges allées et venues, notamment au niveau du calendrier lunaire. C'est dans ce contexte que Sirius Black va commettre un acte d'une gravité, il faut le reconnaître, exceptionnelle et qui aurait pu coûter la vie, ni plus ni moins, à Severus Rogue, ce qui expliquera évidemment l'ambivalence et l'inimitié qui persistera entre les deux personnages des années et des années plus tard. Sirius Black, plus par défi d'ailleurs que par une véritable envie de tuer son adversaire, va indiquer à Severus Rogue la manière dont il faut procéder pour se faufiler en toute sécurité par le passage situé entre les racines du sol cogneur. À cette époque-là, donc bien qu'ayant plus que quelques doutes, Severus ne se doutait absolument pas de la nature de ce à quoi il pouvait être confronté en arpentant ce passage. Alors même s'il savait qu'il allait tomber sur un loup-garou, il ne pouvait pas non plus imaginer, et il faut le reconnaître qu'à 15 ans c'est difficile, qu'il allait se retrouver dans une situation où il serait tellement en danger qu'en réalité il ne pourrait franchement pas véritablement s'opposer au risque. Cette blague, qui n'en a absolument rien d'une, aurait donc pu très très mal tourner si jamais James Potter n'avait pas découvert le poteau rose en interrogeant Sirius Black.
l'intervention rapide de James Potter aurait réussi à sauver Rogue in extremis avant que ce dernier ne pénètre à l'intérieur, on le sait, de la cabane hurlante et se retrouve donc nez à nez face à un Remus Lupin déjà métamorphosé par les effets de la pleine lune. James Potter réussira à éviter que le pire, évidemment, ne se produise ce soir-là. On sait que Severus Rogue sera doublement blessé par cette situation, dans la mesure où, d'une part, il en voudra à mort, et c'est compréhensible à Sirius Black de lui avoir dressé un tel piège, alors qu'il connaissait les risques qui en découlaient, et d'autre part, il en veut énormément à James Potter de l'avoir sauvé dans la mesure où, encore une fois, il se retrouve dans une position de faiblesse dont il a une horreur évidemment absolue. En soi, l'attitude de James Potter a été, sur le coup, globalement irréprochable dans la mesure où il a sauvé son pire ennemi d'une mort certaine, quitte à lui-même se mettre d'ailleurs en danger. Pour Severus Rogue, il était absolument impossible de voir les choses sous cet angle car il est totalement aveuglé par la haine qu'il entretient vis-à-vis de l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor. Severus Rogue a absolument en horreur de se trouver en situation de faiblesse vis-à-vis de ses ennemis, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et la haine qu'il pouvait avoir depuis déjà bien longtemps pour James Potter et pour Sirius Black n'a fait dès lors que se renforcer, même si au fond de lui, il sait avoir une sorte de dette de vie vis-à-vis de James Potter, ce qu'il a cependant énormément de mal à accepter et à tolérer. On le sait, Severus Rogue est un jeune homme qui a une psychologie très très particulière. Il s'agit de quelqu'un de très fier, aussi bien de ses propres compétences que de sa prétendue supériorité qui devrait s'imposer à tous. En réalité, on comprend assez facilement que c'est surtout l'orgueil mal placé de Rogue qui l'oblige à se positionner toujours et encore dans une perspective d'isolement vis-à-vis des autres. Que Severus Rogue soit un jeune homme différent, il ne s'agit pas en soi d'une surprise ni d'un problème, bien au contraire, on l'avait bien compris. Cependant, ce qui nous marque surtout, c'est la prédominance caractérisée chez Rogue de cette volonté d'être toujours supérieur en tout et vis-à-vis de tout le monde. Compte tenu de son enfance, il n'est pas tout à fait étonnant qu'il souhaite évidemment faire ses preuves, mais il y a une saine limite à trouver entre faire ses preuves et écraser systématiquement tout le monde, il va sans dire. Cette distinction, le jeune Rogue n'aura jamais vraiment réussi à la faire. C'est là aussi une conséquence du déficit social accumulé durant toute son enfance. Il n'a pas le mode d'emploi pour répondre aux interactions du monde extérieur de manière positive. Quand on grandit dans un univers comme celui qu'il a connu, autant dire qu'il n'y a absolument rien de plus normal à être en décalage. Le problème, c'est que Rogue n'a pas su évoluer au cours de son adolescence. Il est vrai que personne, en dehors de Lily, ne l'a véritablement poussé à évoluer et à changer de comportement. Les professeurs de Poudlard se sont contentés de repérer, de mettre, on va dire, en valeur, en relief, ses capacités magiques et intellectuelles comme étant effectivement supérieures à la moyenne, mais ne semblent pas du tout s'être impliqués davantage sur le comportement du jeune élève. Même Albus Dumbledore semble être passé bien loin, là aussi, d'un élève qui aurait peut-être nécessité quelques attentions un peu plus particulières, en tout cas un peu plus prononcées. Ses parents ne faisaient pas attention à ce qu'il pouvait vraiment advenir de leur fils. On peut imaginer éventuellement qu'Aileen Prince montrait peut-être probablement un tout petit peu d'intérêt pour les résultats scolaires de son fils, mais disons quand même que le bien-être de Severus au quotidien n'était probablement pas le critère premier de ses préoccupations, ni le centre de ses préoccupations quotidiennes. Au final, et toujours en dehors de Lily Evans, peu de gens ont vraiment pris le temps de s'intéresser à Severus Rogue. Alors, cependant, il faut quand même bien mentionner que les autres élèves de Serpentard, et notamment ceux que l'on connaît comme étant des futurs mange-morts, ont montré un intérêt évident, bien que mal placé, pour Severus. On le sait. Très rapidement, ils vont comprendre que Rogue pourrait servir avec talent les intérêts de la maison Serpentard, mais aussi, à sa sortie de Poudlard, les idées d'un autre maître, et vous aurez compris de qui on parle. Cette reconnaissance n'a d'ailleurs absolument rien d'amical ou rien d'effectif. Elle est surtout totalement opportuniste. Il est difficile de savoir si Severus Rogue se rend bel et bien compte que ces relations qu'il pense être amicales sont en réalité très éloignées de ce qu'est une véritable amitié. C'est à notre sens peu probable, car là où il trouve une audience attentive, finalement, il y trouve, on va dire, quelque chose qui lui convient. La toxicité des relations,
ne semble pas lui sauter forcément vraiment au visage, bien au contraire. Nous l'avions vu durant son enfance où on sait que sa relation avec Lily Evans n'était pas franchement toujours saine et surtout pas aussi saine que ce que l'adaptation cinématographique a pu nous faire imaginer. Rogue avait développé certes une relation amicale mais déséquilibrée par le fait qu'il avait pris une forme d'ascendant sur Lily en la plaçant de facto dans une situation de dépendance à laquelle elle a su cependant échapper. La toxicité n'est donc pas toujours un problème pour Rogue qui pense parfois pouvoir en tirer un profit. On le voit bien d'ailleurs dans la conversation qui est retranscrite par la Pansine à la lecture des derniers souvenirs de Severus Rogue. Quand Lily Evans lui reproche ses fréquentations histoire de lui faire comprendre qu'il est sur le mauvais chemin, ce dernier ne trouve rien de mieux à faire, comme on pouvait vous le dire précédemment, que de confronter Lily à ses propres fréquentations qui ne seraient pas plus recommandables. Pour cela, il est même prêt d'ailleurs à remettre en cause le secret promis à Albus Dumbledore au sujet des événements qui se sont déroulés sous le sol cogneur. C'est ainsi qu'il va expliquer une fois encore ses doutes sur Remus Lupin, qu'il a suivi à plusieurs reprises les maraudeurs en pleine nuit et que les secrets que toute cette petite troupe semble cacher ne sont pas franchement reluisants. Le problème, c'est que Lily Evans est déjà globalement, sans en connaître probablement les détails, au courant de l'intervention de James Potter dans le tunnel et que ce dernier a sauvé Severus Rogue. Lily pointe également le problème que Rogue passe beaucoup trop de temps à se soucier des maraudeurs et qu'il n'a qu'à s'occuper de passer ses nuits à autre chose qu'à traquer les différents faits et gestes de James Potter et de toute sa bande. Rogue est un peu ébahi évidemment par ces différentes révélations. D'une part, il n'avait pas du tout imaginé que James Potter aurait pu se vanter des événements survenus dans le sol cogneur, notamment pour protéger le secret de Remus Lupin. Rien que cela d'ailleurs aurait dû, entre nous, l'alerter sur le lien entre Lily et James Potter qui était peut-être en train d'évoluer un tout petit peu. Mais d'autre part, il supporte encore moins l'idée que Lily le considère comme étant, encore une fois, redevable à James Potter. Selon lui, la lecture des événements donnés par James Potter serait soi-disant biaisée. Et il est vrai qu'il n'a pas nécessairement dit toute la vérité dans son récit. Cependant, le discours tenu par Rogue, qui considère que c'est surtout parce qu'ils devaient se sauver eux-mêmes plutôt que de sauver Severus Rogue, n'est pas non plus tout à fait juste, il faut bien le reconnaître. Mais surtout le plus grave, c'est qu'il va commettre une fois encore, cette fois-ci on ne peut pas la mettre de côté, une très grosse erreur, dans la mesure où il va exprimer à Lily le fait qu'il ne lui permettrait pas de prendre la défense de James Potter, et c'est cette question de permission qui va faire sauter à raison Lily littéralement de ses gonds. Il faut bien reconnaître que Lily Evans a tout à fait raison. Lily n'a absolument besoin de la permission de personne pour s'exprimer, et encore moins de la part d'un ami dont on sait qu'il est en capacité de l'insulter de sandbourde. Cependant, pour la toute première fois, Rogue va quand même tenter d'aller sur un terrain pour le moins extraordinairement dangereux. En l'occurrence, il va tenter de se rattraper aux branches en expliquant très maladroitement que s'il réagit ainsi, c'est parce que Lily plaisait à James Potter. Comme si cette angoisse l'oppressait tellement qu'il fallait absolument que cette angoisse puisse sortir à un moment ou à un autre. Alors, Lily ne comprend pas bien ce que cela vient faire dans l'histoire, mais elle expliquera qu'elle connaît très bien les limites du personnage de James Potter, qu'elle qualifiera même de voyou arrogant à cette époque-là. Ceci va rassurer quand même beaucoup Rogue, va même énormément le rassurer, qui s'était déjà embarqué, on vous en a parlé un peu, dans cette espèce de compétition assez malsaine avec James Potter au sujet de Lily Evans. Malgré cette dispute assez forte, Severus Rogue pense encore être un petit peu dans la course. Cependant, malgré le fait que Lily le rappellera un petit peu à ses devoirs et lui rappellera également le côté malfaisant de Mulciber et d'Avery, on sait que Severus Rogue ne va pas entendre grand-chose en fait du message de Lily. Il ne va pas le comprendre. Il va bien sûr l'entendre, il va l'écouter, mais il ne va pas le comprendre. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on sait que le lien avec Lily n'aura de cesse en fait que de se dégrader encore et encore jusqu'à l'incident qui va le conduire effectivement à l'insulter. Cet épisode que nous avions déjà rencontré dans les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix est évidemment un événement majeur dans le lien qui a uni Lily et Severus Rogue. L'insulte de Sandbourne est l'une des insultes les plus graves dans le monde magique de Grande-Bretagne. Comme nous vous l'avions déjà évoqué, cette insulte a mis en lumière la dualité extrêmement complexe à l'intérieur de la psychologie de Severus Rogue.
Ce que l'on connaît moins et qui a été malheureusement passé un peu sous silence par l'adaptation cinématographique de Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'est ce qu'il s'est passé après cet incident qui est demeuré effectivement très peu développé dans les films. Lily subit donc de plein fouet cette insulte. Elle le vit comme étant quelque chose de particulièrement humiliant, et c'est la réalité, et se détourne donc très logiquement de son ancien meilleur ami. Passé le choc de cet événement, le jeune élève de Serpentard va tout de même comprendre qu'il est déjà allé beaucoup trop loin et beaucoup plus loin qu'il n'aurait jamais dû aller. Il se rend compte de son immense bêtise et des dégâts considérables que cela peut avoir sur sa relation avec Lily Evans et plus largement en fait sur toute sa vie en réalité. Le soir même, on sait qu'il va se rendre séance tenante devant le portrait de la grosse dame, vous savez, qui scelle l'entrée de la salle commune de Gryffondor pour rencontrer Lily. On sait qu'il va attendre très longtemps et qu'elle ne descendra de son dortoir uniquement parce qu'on l'a prévenu que Rogue était prêt à passer la nuit devant le portrait. Il serait un parfait euphémisme que de dire que Lily est absolument furieuse. Elle est même totalement hors d'elle et cela se comprend totalement tant c'est légitime. Elle n'a absolument pas l'intention d'accepter de quelconques excuses à ce propos, ni encore moins de passer l'éponge, bien au contraire. Ce qu'elle souhaite en réalité, c'est acter que les deux anciens amis ont emprunté des chemins tellement différents et éloignés que la rupture ne peut être que consommée. Rogue ne s'attendait probablement pas à passer un bon quart d'heure, il va sans dire, mais il n'imaginait pas non plus prendre une telle volée de bois vert, car autant dire tout de suite et à raison qu'il va être habillé pendant plusieurs saisons. Lily ne va pas lui pardonner, ne lui pardonnera absolument rien et pointera une nouvelle fois ses drôles d'amitié, mais en se faisant ainsi un peu plus précise et aussi un peu plus violente, en étant évidemment particulièrement réaliste sur la situation. Ce soir-là, Lily Evans va laisser éclater sa colère et des années de doute non exprimés qu'elle pouvait avoir sur celui qui l'a initié et lui a fait découvrir le monde magique. Pour la première fois, en tout cas dans les souvenirs de Severus Rogue, elle va même utiliser le terme « mange-mort ». Rogue fait face à une Lily qui lui explique qu'elle lui a trouvé des excuses pendant des années, mais que désormais, c'est fini, c'est trop tard. Elle tente de lui expliquer que dans son propre entourage, personne ne comprend qu'elle puisse continuer à entretenir des liens, ne serait-ce même qu'amicaux, avec Severus Rogue. Elle pointe violemment le fait que Rogue entretient des relations avec des mange-morts. Ce dernier ne va d'ailleurs même pas tenter en fait de nier l'évidence, ni de la contredire, ce qui ne sera d'ailleurs pas manqué par Lily Evans, qui l'accuse même de vouloir faire partie de ce groupe pour rejoindre plus tard le Seigneur des Ténèbres. Là aussi, notre personnage du jour ne viendra pas remettre en cause cette affirmation, ce qui est important, et vous le comprendrez dans le 3e épisode de notre vidéo. Severus sait que Lily a raison, qu'elle a compris au fond on va dire, une nature qu'il a eu du mal à embrasser totalement. La future mère de Harry Potter ne s'arrête pas d'ailleurs en si bon chemin, bien au contraire, elle va continuer, elle va même affirmer clairement qu'il est impossible pour elle de continuer à faire semblant comme si elle pouvait ignorer les chemins et trajectoires de vie qui ont été décidés par Severus. Face à cette multitude de reproches qui sont pour le coup tout à fait mérités, Severus ne sait absolument pas quoi répondre en réalité, et on se met à sa place, qui est finalement très peu enviable, à un moment donné, en 3 secondes, il faut quand même effectivement dire que sa position, elle est quand même totalement inconfortable et qu'il ne peut absolument pas s'en tirer, même s'il ne peut, évidemment, en réalité, que s'en prendre à lui-même. Là-dessus, ça va sans dire. On sait que Lily va continuer à lui reprocher le fait de l'avoir traité de sandbourbe en tentant de faire comprendre que cette insulte dépasse de bien loin le simple cadre de leur relation à deux, car cette insulte est en effet destinée in fine à tous les sorciers issus de Moldu et il n'est pas possible d'y objecter évidemment quoi que ce soit tant le raisonnement de Lily Evans semble effectivement beaucoup plus mature. Severus ne réussira pas à lui répondre ni à lui avouer pourquoi il considère Lily comme étant une exception à la règle qu'il a fixée. Il n'aura d'ailleurs plus jamais l'occasion de lui répondre puisque Lily mettra un terme définitif à leur amitié. Alors, il est difficile d'imaginer ce qu'il se passe réellement dans, on va dire, la petite tête de Severus Rogue après avoir subi une si violente dispute. Encore une fois, Severus est très loin d'être un enfant, enfin un adolescent stupide. Il sait qu'il a perdu durablement et à jamais la confiance de Lily et que jamais ses sentiments ne pourront connaître une quelconque forme de concrétisation et encore moins une forme de concrétisation heureuse. Là où Rogue pouvait éventuellement être tiraillé entre son amour pour Lily Potter et son chemin avec les Mange-Morts, désormais il n'a plus qu'une seule voie à explorer.
Les années de son adolescence qui ont suivi cette dispute ne laissent absolument aucune trace d'un quelconque lien entre Severus Rogue et Lily Evans. Durant plusieurs années, au moins les 2 dernières années qu'il lui reste à Poudlard, on sait que Severus Rogue va traverser une période un peu étonnante où il va s'inventer un personnage, celui du prince de sang mêlé. Alors, à notre connaissance, il semble que ce pseudonyme n'ait jamais été entendu par qui que ce soit à l'époque de sa scolarisation au sein de Poudlard. Ce personnage secret avait donc vocation à rester dans le jardin secret de Rogue. On sait qu'il a utilisé le nom de sa mère pour l'utilisation du mot Prince. Le recours à son statut de sang demeure pour le coup là aussi quelque chose de assez étonnant, ou en tout cas de plus étonnant dans la mesure où, nous en avons déjà parlé dans cette vidéo et dans la précédente, il s'agit d'une drôle de contradiction entre son positionnement d'apprenti mange-mort et son statut de sang qui se trouve être en complet décalage avec ses idéaux. Mais bon, bref, ça vous savez que là-dessus il y a quelque chose. Ce paradoxe est absolument passionnant et permettrait franchement même de faire une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet, tant il est large et tant il est complexe. Dans cette vidéo, qui est déjà bien longue, puisque nous sommes à un peu plus d'une heure de vidéo, nous nous contenterons en fait de souligner que le prince de sang mêlé semble aussi être une manière pour Rogue d'agir comme étant une singularité et non comme la composante d'un groupe où son statut de sang le plaçait nécessairement en anomalie. Bien évidemment, il compensait ce statut de sang relativement défavorable pour finalement, en tout cas par ses capacités magiques et par ses capacités intellectuelles qui en faisaient clairement une recrue de choix. Certains, on va dire, sorts de son invention, comme le fameux Sectum Sempra, sont, il est vrai, des petits joyaux de cruauté, des petits joyaux de violence à l'état pur, ce qui, dans son contexte, peut évidemment compter. Sa maîtrise de l'art des potions, là aussi, on le sait, atteindra des sommets. Ses recherches et son travail acharné, d'ailleurs, le pousseront même à réécrire presque entièrement un livre de potions qu'il fera le choix de compléter, on le sait, de très nombreuses autres créations de son cru et de très nombreuses annotations. Le livre est en soi une image imprimée du talent hors norme de ce jeune sorcier qui cherche à consigner l'ensemble de ses créations. Alors on imagine aussi, pourquoi pas, une forme de solitude dans la création de ce personnage, car c'est quelque chose qui lui permet de découvrir des facettes de sa personnalité en dehors de sa relation avec Lily. Après tout, laisser une telle trace derrière lui, c'est quand même pour nous quelque chose aussi de très profondément mélancolique, car quelque part, il sait au fond de lui que sa vie ne lui laissera de toute façon pas d'autres traces, ne lui permettrait pas de laisser d'autres traces que celle-là, et que sa future implication dans ce qui va être la première guerre du monde des sorciers l'exposera à de très nombreux risques, voire même, pourquoi pas, à la fin de sa vie. Rogue ne peut pas imaginer de toute façon sa vie et la construire sans Lily Evans. Dès lors, il sait qu'il n'aura jamais de femme, qu'il n'aura jamais d'enfant, car en dehors de Lily, on a le sentiment que rien ne pourra en fait la remplacer dans son cœur. L'amour qu'il a développé pour Lily était tellement puissant que de toute façon, rien d'autre ne pouvait exister, rien d'autre ne pouvait se construire. Le livre qu'il laissera derrière lui, donc le livre du sang mêlé, est donc, enfin le prince de sang mêlé, est donc une sorte de volonté consciente ou inconsciente d'ailleurs de transmettre quelque chose qui survivra derrière lui à son passage à Poudlard. À cette époque-là de sa vie, il semblait de toute façon très peu probable pour Rogue qu'il ne revienne un jour à Poudlard d'une manière ou d'une autre. Alors, contrairement à ce que nous avons pu lire ou entendre parfois, et notamment à l'époque de la sortie des livres, ce livre du prince de sang mêlé n'a jamais été un quelconque ersatz d'Horcrux. Les buts et les moyens en fait pour créer ce livre n'ont absolument rien à voir avec les créations de Voldemort, ni dans la philosophie, ni dans l'acte d'ailleurs. Il s'agit à notre sens davantage d'une œuvre presque à destination testamentaire quelque part, car même s'il croyait dans les plans et dans les idéaux du Seigneur des Ténèbres, il savait très bien qu'il s'embarquait vers une voie où la mort était plus qu'une simple possibilité. La fin de sa scolarité à Poudlard voit naître donc un Severus Rogue bien différent de celui qui avait embarqué 7 années plus tôt dans le Poudlard Express. On avait trouvé un jeune enfant avec de nombreux défis, mais aussi avec de grandes ambitions et avec une amie qu'il aurait voulu garder toute sa vie. Bien entendu, il arrivait à Poudlard avec de très grandes faiblesses aussi, pour ne pas dire davantage, mais il s'agissait d'un jeune garçon qui avait aussi de très belles opportunités à saisir dans un environnement nouveau et avec une amie qui aurait pu devenir bien plus que cela. Seulement, le problème avec les opportunités, c'est qu'il faut savoir parfois les saisir quand elles se présentent. Et en cela, on peut dire que ce n'est pas la grande spécialité de notre personnage, bien au contraire. Il serait totalement erroné de dire que tout est de la faute de Rogue.
Bien évidemment, le harcèlement dont il a été la victime ne l'aura pas aidé à s'ouvrir un peu plus sur les autres et à s'inclure véritablement dans un projet scolaire et dans un projet académique où il aurait pu faire de nouvelles rencontres. Rogue n'a pas su illuminer, on va le dire, sa vie, tout en consommant, en consumant un lien qui se distendait de plus en plus avec Lily. Il a préféré faire le choix de se reposer sur ses acquis, en gros de faire le choix de la facilité, ce qui est toujours une mauvaise chose, en se tournant vers les personnes qu'il pensait lui ressembler et avec qui il pouvait en réalité trouver des points qu'il imaginait être en commun. La fréquentation de personnalités comme les Malfoy, les Lestrange, les Black et autres familles entre guillemets nobles du monde des sorciers aura fini par détourner Severus Rogue d'un chemin qui aurait pu être un chemin salvateur. Malheureusement, ils n'auront pas la possibilité d'évoluer eux-mêmes d'ailleurs vers autre chose. Donc tout le monde est rentré en fait dans cette espèce d'univers ténébreux dont ils ne sauront jamais s'en départir. En entrant à Poudlard, on peut dire que Severus Rogue a collectionné les mauvais choix, a collectionné les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises conduites, en s'enfermant, même si J.K. Rowling ne le définit pas comme tel, dans une spirale qui ressemble quand même furieusement, on vous l'a déjà dit, à de l'autodestruction. Et cette espèce d'autodestruction va évidemment être concrétisée par la rupture de cette amitié avec Lily Evans. Et à partir de cette rupture-là, on sait qu'évidemment, quelque chose va se produire. Et d'ailleurs, dans sa décision de rejoindre plus tard les Mange-Morts, il y a certes vraiment des convictions très fortes, on ne dit absolument pas le contraire, mais il y a surtout de la haine, il y a surtout de la colère, et principalement vis-à-vis de lui-même. Le fait d'avoir perdu Lily Evans rajoute évidemment une dose de fatalisme encore plus criante à sa décision quand cette dernière va accepter de sortir avec son pire ennemi, James Potter, à la fin de leur scolarité. Dès lors, il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. Rogue s'enfonçait dans les ténèbres, il ne savait pas qu'il se dirigeait vers une partie de sa vie plus terrible encore que ce qu'il avait pu imaginer, que ce qu'il avait pu déjà traverser. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez vous dire sur cette période de la vie de Severus Rogue, sur l'adolescence de Severus Rogue, qui a été une adolescence compliquée, qui a été finalement pas plus salvatrice que son enfance, qui était déjà en soi très complexe. Nous, ça nous a fait vraiment très plaisir de parler de cette vidéo, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup sur cette chaîne, souvent d'enfance, on parle assez rarement de l'adolescence, qui est une période, on sait, qui est déjà en soi très compliquée, que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles. Là, en l'occurrence, on s'est retrouvé confronté en fait à une relation entre deux personnages, donc Severus Rogue et Lily Evans, qui était déjà en soi très compliqué à vivre, et surtout la psychologie de l'adolescent Severus Rogue, on l'a vu, a été une psychologie très complexe à manier et qui surtout a débouché sur un personnage qui s'est dirigé vers les ténèbres. On sait que la période de l'adolescence est une période où beaucoup de choses se décident dans les trajectoires de vie que peuvent emprunter les jeunes adolescents. On le sait, c'est une période qui est charnière au niveau des études, mais qui est charnière également au niveau de la vie sentimentale, qui est charnière également au niveau du comportement, de la psychologie. Il se passe beaucoup de choses à cette période et on voit bien que cette période-là, pour Severus Rogue, c'est aussi une période qui est peut-être pas aussi déterminante que son enfance puisque l'une découle de l'autre, mais qui est quand même une période évidemment très déterminante. Donc dans le prochain épisode, on est quasiment à 1h30 de vidéo, ce qui est absolument énorme. On espère qu'on vous aura pas trop perdu, mais il fallait vraiment qu'on puisse passer du temps sur ce sujet-là parce que c'est un temps quand même qu'il fallait prendre pour pouvoir évoquer une période qui était quand même assez longue, de 7 années dans la vie de Severus Rogue. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dans un troisième épisode qui sortira d'ici quelques temps, peut-être pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais peut-être d'ici 3 semaines, on va regarder un petit peu comment on se débrouille avec la planification des vidéos, parce que c'est évidemment des contenus qui nous prennent beaucoup de temps à écrire. Forcément, il nous faut un peu de temps pour le produire. Mais de toute façon, on va se retrouver pour un 3e épisode et ensuite un 4e épisode qui viendra normalement conclure ce cycle sur Severus Rogue, ce qui ne nous interdira pas évidemment de refaire des vidéos sur le personnage, mais donc d'ici quelques jours, vous aurez évidemment le 3e épisode de cette série de 4 vidéos consacrée à la vie et au personnage de Severus Rogue. Donc, dans l'attente, on espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des likes. C'est vraiment quelque chose qui nous encourage à continuer à produire des contenus qui sont aussi longs et on sait que vous aimez souvent ces contenus-là. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures pour discuter un petit peu ensemble de tout l'avenir du monde magique, des différentes actualités. La semaine prochaine, a priori, normalement, on devrait parler un petit peu de HBO Max et de la série sur notre chaîne. Et donc, on se retrouve très vite pour continuer ce cycle sur la vie de Severus Rogue. À très bientôt.